La célébration des 200 ans de la pastille de Vichy est vraiment l'occasion de rappeler que cette immaculée bicentenaire, que tout le monde connaît effectivement, a été l'objet pendant à peu près un siècle de querelles, que je dirais des querelles intestines, sans mauvais jeu de mots, entre ces divers fabricants et exploitants. La première décennie de son existence a été plutôt calme et c'est ensuite qu'il y a eu des petits soucis, en particulier quand elle a acquis une notoriété sensationnelle. Qui dit notoriété, évidemment, dit compétition entre plusieurs fabricants, les minéraliers, les pharmaciens et les confiseurs qui ont tenté, bien sûr, au gré de diverses batailles juridiques, de s'approprier tour à tour le monopole de son commerce. Heureusement, ces tribulations administratives qui, loin de désagréger cette merveilleuse pastille, jusqu'à en briser la destinée, au contraire l'ont renforcée. L'écho de ces disputes a contribué d'une part à faire progresser la législation, comme vous allez le voir, et d'autre part à alimenter sa renommée. Alors, je vous propose d'ouvrir cette boîte de pastilles de Vichy et de voir ce qu'elle renferme, ce qu'elle cache. Je vais vous rappeler donc l'histoire de la pastille de Vichy en soulignant les moments particuliers où il y a eu des contraintes législatives, sans pour autant, j'ai essayé de ne pas rendre le sujet trop pesant, parce que tout ce qui est législation, procès et compagnie, je vais vous en faire grâce. Donc de 1833 à 1933, et je vais quand même faire un rappel sur les 10 premières années de la pastille pour bien comprendre, que vous compreniez bien tout le reste. Alors évidemment, tout le monde connaît ici le chimiste Jean-Pierre-Joseph Darcet. Il y a eu une remarquable conférence réalisée par Madame de Malray à son sujet, donc c'est une de ses descendantes. Donc le chimiste Jean-Pierre-Joseph Darcet. Et vous voyez sur le titre de cette diapositive que je parle aussi du pharmacien Victor-François Regnault. Juste un petit aparté, si vous connaissez, si vous avez entendu parler de la famille Regnault, des pâtes Regnault en particulier en pharmacie, en médicaments, ce sont d'anciennes pâtes qui étaient très renommées, eh bien ce n'est pas lui. Lui, c'est son frère. Donc il y avait Regnault aîné qui fabriquait la pâte Regnault et il y avait son frère cadet, donc Victor-François Regnault. Donc je vous parle rapidement donc de Joseph Darcet qui avait mal à l'estomac. Donc il utilisait tout d'abord des pastilles à base de magnésie. Il trouvait ça très mauvais, très amer, mais il utilisait ça le soulageait un petit peu. Et puis il a eu l'obligation de s'adresser pour ces pastilles de magnésie à un pharmacien. Je vais vous parler ici, pendant toute la durée de cette présentation, de pharmacien et non pas d'apothicaire. Là, on est en 1800, donc vous avez vu, ça commence à partir de 1823. Les pharmaciens existent, le terme de pharmacien existe depuis 1803. Donc les apothicaires, ça n'existe plus, donc vous oubliez le terme apothicaire pendant cette conférence, ce sera uniquement pharmacien. Donc Darcet va s'adresser au pharmacien Regnault de façon à obtenir ces pastilles, tout d'abord à base de magnésie. Puis il trouve vraiment ça mauvais, donc il va lui demander de mettre du carbonate à l'intérieur. Bon, c'est pas terrible non plus, mais ça le soulage quand même. Dans les mémoires de Darcet, il témoigne qu'il va venir à Vichy pour la première fois en juin 1824 et que, à cette occasion, il va se rendre compte des bienfaits thérapeutiques sur son estomac et ses intestins des eaux de Vichy, et il va comprendre tout de suite que ce n'est pas le carbonate, mais le bicarbonate qui est le sel capable de lui faire ses bien-être. Donc, quand il va retourner à Paris, eh bien, il va retourner voir le pharmacien et il va lui demander d'insérer non plus du carbonate dans ses pastilles, mais du bicarbonate de soude.
Donc Darcet lui demande de fabriquer ces pastilles et le pharmacien à Paris va utiliser du bicarbonate de soude du commerce. Le bicarbonate de soude est depuis longtemps déjà, depuis à peu près, on est en 24, depuis 1791 je crois, donc ça fait une trentaine d'années que le bicarbonate de soude est dans le commerce et qu'il est utilisé de façon assez régulière. Il n'est pas en quantité phénoménale, mais c'est un Français, un chimiste français qui avait permis sa fabrication. Je vous passe les détails sur la fabrication du bicarbonate de soude, mais il y en avait à cette époque et le pharmacien parisien va en intégrer dans les pastilles. Donc là aussi, il y a une petite contrainte de législation, c'est que Joseph Darcet doit s'adresser à un pharmacien pour obtenir ces pastilles. Il ne va pas chez un confiseur. À partir du moment où ce sont des effets thérapeutiques, il est obligé de se tourner vers un pharmacien et non pas vers un confiseur et de lui dire « est-ce que tu peux intégrer du bicarbonate dans tes bonbons pour que j'en prenne dans la journée ?» Non, là, c'est obligatoire d'insérer ces pastilles, ce bicarbonate et de demander à un pharmacien. Le pharmacien, lui aussi, a une contrainte. D'ailleurs, tous les pharmaciens, actuellement, ont cette même contrainte à partir du moment où on leur demande d'incorporer un produit à effet thérapeutique, ce qu'on appelle un principe actif, dans un médicament, que ce soit une pastille, que ce soit un sirop, peu importe, on est obligé d'être en conformité avec ce qu'on appelle la pharmacopée. Donc vous avez en 1825 Regnault qui doit se conformer à ce qui est l'ancêtre de la pharmacopée et qui s'appelle le Codex Medicamentarius Gallicus, bon, ancêtre de la pharmacopée française, et actuellement, ce qu'on utilise, nous, c'est la pharmacopée européenne. Donc, première contrainte. Il se trouve que, justement, dans cette pharmacopée sont publiés tous les principes actifs que les pharmaciens ont le droit d'utiliser. Il y a parmi ces principes qui sont référencés des produits qui sont extrêmement basiques et qui sont très simples et que n'importe quel épicier ou n'importe quel confiseur peut également utiliser. Donc ce n'est pas des produits qui sont à l'intérieur, qui sont uniquement pour les pharmaciens. Mais à partir du moment où un produit n'est pas dans la pharmacopée, le pharmacien ne peut pas l'utiliser. Et il se trouve que dans la première pharmacopée qui est donc le premier codex qui est publié, eh bien, figure non seulement le bicarbonate de soude, mais aussi tous les sels des eaux minérales artificielles, puisqu'il y avait à l'époque la possibilité de reconstituer des eaux minérales qu'on appelait factices ou artificielles. Voilà, à partir du moment où on avait déterminé leur composition, on pouvait essayer de les reconstituer et ça se présentait souvent sous forme de petits sachets. On mettait ces petits sachets dans 1 litre d'eau et ça refaisait ou les eaux de Vals ou les eaux de Châtel-Guyon ou les eaux de multiples stations thermales qui étaient pour obtenir des bouteilles d'eau à distance. Voilà. Donc, en 1825, il se passe un fait important. Regnault met en vente quelques pastilles comme ça sur le marché et il se trouve qu'il y a une lettre de Regnault adressée à Joseph Darcet qui est conservé dans le fond de l'Académie des sciences. Et l'archiviste de l'Académie des sciences a eu la gentillesse de m'envoyer une copie de cette lettre. C'est dommage, c'est un peu flou ici, mais c'est une lettre qui est tout à fait lisible. Ah oui, excellente idée. Je vais faire le point. Et donc... Regnault, ah oui, c'est pas mal. Ah, c'est très très bien. Merci beaucoup. À vous, Fabienne. Donc, Regnault, il rend compte de ses prospections commerciales pour l'achat de matières premières entrant dans la composition des pastilles. Donc, il rend compte à Darcet. C'est-à-dire que Darcet lui avait dit, donc, est-ce que vous pourriez... me faire connaître les prix des différents principes actifs qui entrent dans la composition des pastilles.
Donc vous pouvez voir, il y a écrit je n'ai pu sortir qu'hier pour remplir la commission dont vous me chargez, etc. etc. Et donc il cite la gomme adragante, l'huile essentielle de menthe et la vanille. Donc il a les 3 composants, c'est-à-dire la gomme adragante qui fait partie qui permet de reconstituer la pastille en soi, c'est une sorte de liant. Et il a 2 aromatiseurs, donc l'huile essentielle de menthe et éventuellement la vanille. Dans cette lettre, il n'est pas question de bicarbonate de soude pour 2 raisons. Premièrement parce que le bicarbonate de soude était dans le commerce, facile à trouver, avec des prix à peu près alignés sans doute, mais surtout parce que Joseph Darcet était propriétaire d'une entreprise qui fabriquait du bicarbonate de soude. Cette entreprise était située à Nanterre, et donc il n'avait pas besoin de connaître le prix du bicarbonate de soude puisqu'il en avait à disposition. Cette lettre n'est pas datée, malheureusement. Je l'ai datée à peu près entre 1825 et 1829, puisque la fabrique de Darcet périclite en 1829. Joseph Darcet va retourner à Vichy et il va demander à ce qu'on place à l'autorisation de placer une machine d'extraction et pour la production de bicarbonate de soude sur une des sources, la source de la Grande Grille, de façon à récupérer le gaz carbonique. Là aussi, je vous fais grâce de la formule qui permet, à base de gaz carbonique, d'obtenir du bicarbonate de soude, toute une chaîne de formules et de fabrication. Je ne peux pas vous en parler ici, je n'ai pas le temps. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'un chimiste demande à ce que cette fabrication et cette extraction soient réalisées, mais il a suffisamment d'appui et de poids pour que le fermier l'autorise à faire cette entreprise. Voilà. Donc, et ce sera le pharmacien Batilia. Alors, Batilia était soi-disant pharmacien de l'hôpital. En fait, non, il n'était pas pharmacien de l'hôpital, mais il était toléré comme pharmacien de l'hôpital de Vichy. Voilà. Et c'est lui qui va gérer ensuite la récupération du bicarbonate de soude issu des eaux de Vichy pour fabriquer des pastilles, et il en fabrique à peu près 5000 par jour. Donc, ça tourne gentiment à Vichy. Joseph Darcet rentre chez lui. Et il va publier en 1826 la formule de ces pastilles au bicarbonate de soude. Alors il n'existe pas encore à cette époque-là de bulletin de l'Académie de médecine, donc il va publier dans le bulletin de l'Académie des sciences. À partir du moment où cette fabrication est approuvée, alors c'est commercialisable. Parce que vous imaginez bien que la publication d'un codex, ça se fait pas tous les ans. Ça se faisait pas tous les ans, et encore maintenant, la pharmacopée n'est pas publiée non plus tous les ans, il y a des ajouts successifs. Donc, le pharmacien aura le droit d'insérer du bicarbonate à partir dans les pastilles de Vichy, et il pourra les commercialiser. Il va y avoir des annonces publicitaires faites dans les journaux, grand public, justement pour faire connaître un petit peu ces pastilles. Et vous voyez au début là de ce qui est écrit, Monsieur Batilia, pharmacien à QC près de Vichy, qui le premier a préparé ces pastilles. Il y a un petit biais parce que c'est pas lui le premier qui a préparé les pastilles. On a vu, c'était Victor Regnault à Paris, etc., etc. Et donc il met en bas: le seul et véritable dépôt des pastilles de Vichy se trouve chez Moreau, parfumeur. Étrange, rue Saint-Dominique à Lyon. Parfumeur, c'est assez étrange. Sans doute a-t-il cette autorisation parce qu'il est considéré comme le pharmacien fermier de Vichy, donc il y a une tolérance pour le dépôt de vente. Et vous verrez qu'avec les prochains fermiers de Vichy, ce sera un petit peu le cas également. Sinon, la plupart des produits qui sont pharmaceutiques, type médicamenteux normalement, sont vendus uniquement en pharmacie et pas chez des parfumeurs. Côté un petit peu Vichy, on va retourner à Paris et on va aller voir ce qui se passe autour de Joseph Darcet.